Bienvenue à cette soirée structurée l'innovation sans la contrainte avec Antoine Dumont, avec l'apport des normes ISO 56000. Juste avant de démarrer la présentation elle-même, un petit tour d'horizon de l'IIBA, de l'IIBA Geneva, pour que vous sachiez voilà, quelles sont nos activités, quels sont nos objectifs, notre vision. Ici, vous voyez voilà, la mission de l'IIBA qui a été créée en 2000 en 2003, donc plus de 20 ans. C'est la première association professionnelle à but non lucratif pour la discipline du business analyst. Et notre but, c'est de faire la promotion de cette discipline qui est même notre profession, hein. La plupart des membres de notre comité et on aide, comme vous voyez en bas dans le slogan, le métier à faire mieux son métier. À IBA Geneva, on est un chapitre, hein, c'est une section régionale on va dire plutôt de Suisse romande, même si on a intitulé Geneva, comme il y en a plus de 120 de par le monde. Hop, voilà. Qu'est-ce que la business analyse? On aurait presque dû commencer par ça. C'est quand même bien d'avoir ce petit rappel. Ça, c'est la définition de l'IIBA, hein, donc IIBA, International de Business Analyse. Et comme vous le voyez dans, dans l'illustration qui est à droite, notre objectif en orange, c'est c'est de définir les besoins et de recommander des solutions qui apportent de la valeur. Et pour faire ça, ben, on apporte le changement, si on veut bien, dans les entreprises et on doit s'adapter à des contextes et collaborer avec plein de parties prenantes. Donc, vous voyez, on est des problème solvers, des gens qui apportent le changement. C'est une définition très, très large. Tout le monde fait sûrement un petit peu de ça, si ce n'est pour aller en vacances ou autre. Là, c'en est venu une discipline avec plein de techniques, avec un livre de référence qui s'appelle le BABOK, vous connaissez probablement, Business Analysis Body of Knowledge. Et voilà. Euh, Je continue pour zoomer un petit peu sur les activités de IIBA Geneva. Alors, on a une partie activité publique avec un congrès annuel qui aura lieu cette année le 20 novembre. Ce sera à Prilly, à côté de Lausanne, dans un magnifique complexe qui s'appelle Unlimit Trust. La thématique, on la change chaque année. Ce sera au cœur de la data. Et voilà, là, on vient d'ouvrir notre site, hein, vous voyez congresba.org, et on est en train de préparer très activement avec Christina et Eva le programme qui s'avère être encore des plus intéressants. Euh, Autre activité clé, en bon français cette fois, hein, les groupes d'études du BABOK. C'est quoi? C'est 12 séances de 3 heures euh, où en fait on enseigne, on s'auto-enseigne, puisqu'en fait c'est une auto-formation en groupe, à travers des études de cas, on s'auto-enseigne le babok et ça nous donne le droit à l'issue de ces 36 heures voilà, de passer la certification, que ce soit le CBA, le CCBA ou le CBAP, ce sont les certifications basées sur le babok de l'IBA. On vient de terminer une session à Lausanne et la prochaine, ce sera à nouveau à Lausanne en présentiel, hein. Si vous voulez une formation en ligne, il faut savoir que IBA France organise également une formation en ligne et écrivez-nous pour avoir plus d'infos. Si celle-là vous intéresse, il faut écrire à Christine Du à l'adresse que vous voyez ici en dessous. Autre activité, ben, c'est les ateliers du BA. Ce soir, on est dans les ateliers du BA. On en fait plus d'une dizaine, une douzaine par année, des fois en présentiel, de plus en plus souvent en ligne comme ce soir. Là, vous voyez à gauche, c'était sur l'éthique et l'IA, hein, et l'IA. Donc, on a des thématiques très diversifiées. C'est pratiquement toujours gratuit. Il y en aura une qui sera payante en fin d'année à Genève, mais gratuite pour les membres. Mais sinon, c'est gratuit. Le prochain événement qu'on a et qu'on organise en collaboration avec IBA France, ce sera le Vie ma vie de BA dans les coulisses du CERN, où il y aura, comme vous voyez, 5 business analysts du CERN qui vont témoigner.
Alors, c'est des BA et des UX, puisqu'ils ont regroupé ces deux fonctions dans la même entité. Et ils vont nous expliquer, voilà, c'est quoi le rôle d'un business analyst dans le CERN. Alors, le CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire qui se trouve entre Genève et la France voisine. Dernière activité publique, c'est ce qu'on appelle le BAO Bar, c'est des after-work. Vous avez vu, vous pouvez prendre une petite photo à droite, rejoindre le groupe WhatsApp et on vous avisera où on va boire un verre. C'est assez informel, on parle de la BA, c'est une manière de réseauter de façon assez simple. On prépare pas grand-chose, l'idée c'est d'aller boire un verre. On le fait surtout à Lausanne et à Genève dans une ambiance décontractée. Ok, dernière activité, non des moindres, qui est plutôt des activités privées qu'on a lancées et qui marchent vraiment bien. C'est une innovation, on va dire IBA Geneva, c'est la Code2BA. Alors, on a plein d'acronymes, hein, donc on continue dans la lancée de l'IBA. Code2BA, pourquoi? Le 2, c'est un carré, hein. C'est-à-dire que c'est une communauté, deux communautés de business analysts. Et actuellement, cette communauté rejoint 10 entreprises de Suisse romande, dont le CERN, hein, c'est pour ça qu'on fait des Vimavi, le CICR, on a l'État de Genève, on a trois gros assureurs, on a aussi le CHUV, hein, qui est le centre hospitalier universitaire vaudois. Donc voilà, plus de 300 BA qui se rencontrent régulièrement dans des ateliers privés en journée pour échanger les meilleures pratiques autour de la business analyse. La photo que vous voyez à droite, c'était un événement qui a lieu au 7 mai à la Vaudoise Assurance, où là, on a réuni uniquement les points de contact de ces communautés de BA. euh, et il y avait des échanges pour mieux se connaître et mieux connaître les pratiques de chacun. Donc, si vous êtes intéressé, si votre organisation voudrait rejoindre voilà, ce collectif unique en son genre, n'hésitez pas à m'écrire directement et puis on évaluera l'opportunité de vous intégrer dans ce collectif pour faire monter en compétence votre communauté de votre entreprise. Voilà, j'espère ne pas avoir fait trop long. Je vais passer la parole à Eva pour l'atelier de ce soir. Eva, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Parfait. Bonsoir à tous. Merci Claude pour cette présentation. Je t'en prie. Alors moi, au sein de IBA Geneva, je suis responsable du pôle innovation. On fait des tests comme la soirée de ce soir, hein. Et globalement, on va vulgariser de la recherche et on vient chercher tout ce qui n'est pas dans le baboc, mais qui est quand même de la business analysis. Voilà. Ce soir, on vous propose un atelier animé par Antoine Dumont. Il est expert nommé par la Commission française de l'AFNOR, Commission Innovation auprès de l'ISO, et il va nous proposer une session sur les normes de l'innovation, la norme ISO 56000. La première fois que Antoine m'a rapproché, il m'a dit, viens, on peut normer l'innovation. Je lui ai dit, tiens, ça me rappelle les cours de français, l'obscure clarté, tu sais, les oxymores, les trucs qui ne vont absolument pas ensemble. Vas-y, on en parle parce que je comprends même pas où on va avec ça. Et après une discussion avec lui, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que ça vous intéressera autant que ça m'a passionné quand on a préparé cette session. Antoine, la piste est à Merci toi. Eva. Eh ben Je t'en prie. parfait. Moi donc Antoine Dumont, moi, je fais de l'accompagnement, du conseil, de la formation autour de l'accompagnement de projets d'innovation et autour de l'organisation des entreprises pour développer leur capacité d'innovation. Et c'est surtout sur cette dernière partie que cette approche normative est intéressante. Ce que je vous propose, c'est d'y aller. Bon, déjà, en termes de programme, c'est de se poser la question de pourquoi des normes, d'un point de vue contexte. Pourquoi est-ce qu'on a cette idée saugrenue et cette approche oxymore, comme tu dis, Eva, sur le management de l'innovation. Ensuite, une partie un peu plus contexte qui va être sur comment est-ce que ça fonctionne, qui norme, quel est le cadre de tout ça. Et puis après, on rentrera réellement dans le sujet qui nous intéresse. Donc, on va essayer d'aller rapidement sur les premières parties pour aller au plus vite sur le fond du sujet. Il y aura quelques moments où je vous ferai intervenir.
via un QR code pour WooClap, pour un nuage de mots, pour un sondage, pour des choses comme ça. Je vous poserai certainement des questions à un moment ou à un autre dans le chat de la réunion. Donc soyez prêts à réagir. Attention, ce ne sera pas noté, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce stade-là? Eh ben, allons-y, c'est parti. Alors, pourquoi des normes sur le management de l'innovation? Ce que je vous propose, c'est plutôt de faire un petit détour par la biologie, pour commencer. Si on devait représenter l'innovation, globalement, c'est un peu caricatural, on pourrait prendre un lapin ou un lièvre. Ce lapin ou ce lièvre aurait de grandes oreilles pour les coups de client, aurait des grandes pattes pour aller vite, aurait un corps fin pour être agile. Le mot agile a été choisi volontairement, hein. Des mouvements rapides pour éviter les obstacles et une capacité de reproduction rapide pour créer régulièrement de la valeur. Mais aussi une durée de vie assez courte et une fragilité assez importante. Si on part sur l'approche normalisation et qu'on fait ce détour par la biologie, on pourrait, là aussi, hein, on caricature, on pourrait prendre une tortue. Alors cette tortue, elle a quoi? Elle a une carapace solide pour faire face à toutes les incertitudes. Elle a une très bonne vue. Les tortues ont une très bonne vue. Je ne sais pas si vous le saviez. Les tortues ont une très bonne vue. Elles ont une vitesse lente mais déterminée, une très bonne mémoire et une durée de vie très longue. Donc quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. Quand on veut développer la capacité à faire quelque chose, c'est plutôt quelque chose d'intéressant d'avoir tous ces avantages. Si on fait un petit peu preuve de créativité et qu'on va chercher dans le passé une image que vous aurez peut-être, si vous avez comme moi, peut-être un peu plus de 40 ans, la Golf GTI, Fast and Safe, donc le lapin avec une carapace. L'intérêt, eh ben, c'est tous les avantages qu'on avait vu juste avant. Écoute client, aller vite, être agile, éviter les obstacles, créer régulièrement de la valeur, ça c'est un point important. Faire face aux incertitudes, être déterminé, trouver le meilleur chemin. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se reproduire vite et vivre longtemps. Développer une grande capacité. Ok jusque-là? On continue. On va enfoncer quelques portes ouvertes, si vous voulez bien, en reprenant un petit peu d'historique aussi. Si on voit avant 2000, globalement, on avait une confusion assez importante entre l'innovation et la partie recherche et développement. Quand on faisait de la recherche et développement, on faisait de l'innovation. C'est plus une approche processus. Ensuite, entre 2000 et 2010, on a eu plutôt une approche innovation et sérendipité. Il fallait faire des petits déjeuners, il fallait rencontrer du monde. Euh, En soi, c'est intéressant, mais c'est plus un élément d'état d'esprit. Ensuite, il y a eu toute une approche très centrée sur les startups, en se disant finalement, il n'y a que dans les startups qu'on peut innover. Donc, centrons l'innovation sur les startups. De la même façon, ça peut être plutôt un acteur, l'innovation, de notre point de vue. Ensuite, il y a eu cette confusion plutôt entre innovation et lab. Donc, si on n'avait pas un lab, on n'était pas innovant, on ne faisait pas d'innovation. Ça, c'est plus une approche de structure organisationnelle. Et puis, dans les dernières années, on a une approche très orientée sur la partie digitalisation et on cantonne trop souvent l'innovation à la partie digitalisation. Et ça, c'est plutôt un domaine d'opportunité. Notre approche au niveau donc de la normalisation de l'innovation, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément une chose qui est mauvaise en soi, tout est intéressant, mais le fait d'en faire une seule, là, est problématique. Et du coup, désormais, l'approche est plutôt de se dire, tiens, on considère, on considère l'innovation plutôt dans une approche système, et de mettre en place un système pour favoriser l'innovation. Une petite question, alors pas d'interaction tout de suite, mais dans votre esprit, quelle serait la prochaine confusion? Moi, de mon côté, j'ai une petite idée. J'aurais tendance à dire que la prochaine ou la confusion qui est en cours actuellement, c'est innovation et IA, intelligence artificielle, où on se dit aujourd'hui pour faire de l'innovation, il faut faire de l'IA.
Eh bien, pour moi, c'est comme la digitalisation. Ce serait plutôt un domaine d'opportunité. Un domaine d'opportunité intéressant, mais un domaine d'opportunité. On continue. Qui norme? Alors, vous avez une photo, en l'occurrence, qui est une vraie photo du comité de normalisation à l'international. Qui rédige les normes? On a un certain nombre d'experts qui sont rassemblés au sein de commissions de normalisation, qui vont être des commissions de normalisation nationales ou des bureaux de normalisation sectoriels. Ensuite, bon, alors tout est dit. Bon, je vais vous mettre la totalité des choses, ce sera plus simple. Pardon. Alors, ces bureaux nationaux, il y a l'AFNOR CNINOV dont je fais partie donc pour la France, il y a le BSI au Royaume-Uni, il y a le FCC au Canada, il y a un organisme suisse également qui est adhérent et qui fait partie du comité international, mais pour être tout à fait honnête, on n'a pas eu la chance d'échanger avec des experts au niveau international, des experts envoyés par la Suisse à ce jour. Une chose importante qu'on voit au milieu, l'ensemble des décisions qui peuvent être prises, l'ensemble des rédactions qui peuvent être faites, l'ensemble des choix, tout est basé sur du consensus. Donc l'objectif est de travailler, et donc parfois, soyons honnêtes, on peut se retrouver à discuter pendant 1 heure sur la position d'une virgule ou un mot précis, mais l'objectif est vraiment d'arriver à quelque chose de sécurisé et qui puisse convenir en toutes circonstances. Pour le comité, alors gros acronyme, excusez-moi, TC 279, Technical Committee 279, comité international qui gère donc toute l'approche système de management de l'innovation. C'est un comité qui a été créé en 2012 sur l'impulsion de la France en l'occurrence et de quelques pays européens qui a actuellement une dizaine de normes qui sont publiées. Je vous les montrerai de façon assez rapide. On ne rentrera pas forcément dans le détail de chacune, parce que ce n'est pas forcément l'objectif du jour. Mais c'est aussi, et je vous le montrerai aussi, un comité qui est encore actif et qui travaille sur des futurs projets de normes actuellement. 57 membres participants dans le monde entier. Et donc quand on voit cette map, quand on voit cette carte, il y a plutôt une région qui est assez sous-représentée dans le comité. C'est le continent africain et c'est aussi un des objectifs du président aidé par son Chairman's Advisory Group, c'est d'aller développer la représentativité des pays africains au niveau de notre comité. On continue. Alors, comment écrit-on une norme? Il y a plusieurs stades. On va avoir un stade d'abord de proposition, ensuite un stade de préparation, comité, enquête, approbation et publication. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça? Au stade de proposition, on a un document qui va être proposé, qui va être vraiment un document qui va être un document martyr. L'objectif est de le faire évoluer et de le travailler. Quand on arrive au stade comité, on arrive avec un document qui est déjà un petit peu plus approfondi, un petit peu plus abouti. Et l'idée à ce moment-là, c'est d'envoyer le document dans les comités nationaux et de demander des commentaires. Pour la 56 001, dont je parlerai un petit peu plus tard, on a eu un peu plus de 1000 commentaires à ce niveau, à ce stade comité. Les commentaires peuvent être des commentaires de fond, peuvent être des commentaires de forme, il y a vraiment tout type de commentaires. Mais c'est des commentaires qui peuvent être aussi ligne à ligne et principalement, en effet, du ligne à ligne. Au stade enquête, on passe dans une enquête publique. Et donc là, c'est aux comités nationaux de prendre le sujet et d'aller réellement en enquête publique et d'élargir l'enquête au-delà des membres des comités nationaux. Toutes les décisions, j'ai déjà dit, sont prises par consensus. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette partie-là, juste pour vous dire que au sein du comité international, on a en gros deux types d'approches, deux types d'experts. Des experts qui vont plutôt venir du monde de la normalisation et principalement normalisation qualité. Et puis des experts qui vont venir plutôt du management de l'innovation et qui auront une connaissance bien moins importante de l'approche qualité. L'intérêt des deux, c'est que du coup, on peut faire des documents qui sont assez robustes et très, très interactifs, on va dire, avec les autres normes de système de management, mais également très poussés sur la partie pro orientée innovation.
Les normes existantes de la série ISO 56000. Hop, allons-y. Là, c'est l'ensemble des normes qui sont publiées à ce jour. Globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a en gros trois types de normes. Une partie qui va être plus sur tout ce qui est terminologie et définition, et qui est portée par un groupe qui a un leadership de la Norvège. On a un working group qui est le working group 1 dont je fais partie, qui est tiré par Andrew Stanton de l'Angleterre et qui va s'intéresser réellement au système de management de l'innovation. On en a deux de normes qui sont publiées, une qui a été publiée en 2019 qui est une norme de recommandation et une norme qui a été publiée en fin d'année dernière qui là va être une norme de certification avec la possibilité d'avoir un système d'audit pour avoir une certification de son système de management de l'innovation. Et puis, donc, la troisième partie va être plutôt des normes qui vont être sur tout ce qui est un approfondissement de certaines parties. Et donc, c'est ces normes méthodes et outils. Et donc, on va avoir toute l'approche partenariale, le management des idées et opportunités, les opérations de mesure en innovation, et ainsi de suite. On a des normes, je vais passer assez vite dessus, qui sont donc encore en cours d'écriture. On a tout ce qui est conformity assessment, donc les requirements d'audit qui est en cours avec le Casco, qui est en gros l'application de la 56001. Et en termes de normes outils, on va avoir des normes sur les écosystèmes, sur les portfolios, qui seront en cours de développement dans les prochaines semaines, mois et années. Et puis on a ici un document qui est assez intéressant qui va être ce qu'on appelle un competency framework. Et donc là, qui a démarré en fin d'année dernière. Et là, l'intérêt de celui-ci, c'est plutôt sur une approche de professionnalisation des métiers de l'innovation et de définir quels peuvent être les métiers liés aux activités d'innovation et quelles sont les compétences qui sont liées à ces métiers. Alors, que norme-t-on? Allons-y. L'idée, en fait, des normes, c'est créer des définitions et un langage commun. On va rentrer dedans tout de suite après. Établir un ensemble légitime et partager de bonnes pratiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une base commune. Et comme je vous le disais, c'est vraiment des experts qui viennent du monde entier, qui viennent de différentes typologies d'entreprises, d'organisations, du monde potentiellement académique également. Et donc, c'est vraiment une approche en consensus pour avoir des bonnes pratiques partagées. Et puis, favoriser la diffusion des connaissances. Je reviendrai avec vous, d'ailleurs, dessus dans les prochaines minutes. J'ai beaucoup parlé. Je vous propose une petite mise en activité. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous laisse aller aller sur Booklab avec le code d'événement qui est en bas à droite, soit de prendre en scan ce QR code pour commencer cette première activité. Globalement, la question que je vous pose, c'est en un mot, hop, là, je vais le décaler ici, en un mot, pour vous, qu'est-ce que l'innovation? Si vous deviez me donner une définition en un mot, si vous deviez me donner un exemple, si vous me donnez voilà, des mots-clés, je vous laisse voter et on regarde le nuage de mots dans la foulée. N'hésitez pas, je n'ai que trois mots pour le moment. Malheureusement, j'ai pas réussi à me connecter, mais je vais essayer de participer sur le chat. Très bien.
Pendant que le nuage de mots se forme, il y a une question dans le chat. C'est qui Oui. est chargé de nommer les experts du comité en règle générale et les membres des groupes, tout ce qui est Alors, nouveau. les experts des comités, dans la plupart des cas, sont nommés par les comités nationaux. C'est-à-dire que, alors c'est comme ça que ça fonctionne en France, je ne saurais pas forcément dire dans tous les pays. Et quand il y a un comité, donc pour la France, c'est la CNINOV qui est hostée par l'AFNOR. Tout un chacun peut venir taper à la porte et dire, tiens, j'aimerais bien faire partie du comité. Et donc est rentré dans le comité français, rentré dans des groupes de travail français potentiellement. Et ensuite, c'est le comité français qui va, sur volontariat bien sûr, mais qui va aller nommer des experts au sein du comité international pour aller travailler dans les groupes de travail internationaux. L'idée est que chacun puisse travailler selon ses connaissances, ses compétences et ses appétences, et le temps qu'il a à consacrer. Bon, on va faire une petite pause sur les mots. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail, je vois nouveauté qui ressort souvent. Je vois tester, disruptif, faire mieux, adoption, nouvelle méthode ou idée, processus, produit, service, valeur ajoutée. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a à peu près tous les mots-clés qui sont importants. Allez, je vous donne la définition selon le comité de normalisation, donc selon les normes à l'international. L'innovation est une entité nouvelle modifiée qui réalise ou redistribue de la valeur. Alors, c'est une définition qui paraît un peu abrupte comme ça, elle est choisie en consensus. Mais en l'occurrence, chaque mot a son importance. Entité, vous l'avez dit, entité, ça veut dire que l'innovation peut être en effet du processus, de la méthode, du produit, du service, du business model, de l'organisation d'entreprise, du RH. Il n'y a pas une typologie d'innovation. Quand on dit nouvelle ou modifiée, c'est là où réellement il y a eu des discussions sur le sujet, de dire est-ce qu'on s'intéresse uniquement à la nouveauté pure, et à ce moment-là, on est dans la disruption, on est dans je dirais tout ce qui est totalement nouveau, ou alors est-ce qu'on s'intéresse aussi à l'innovation incrémentale, et donc ben, c'est le sens du mot modifié. Donc qui réalise ou redistribue de la valeur, c'est vraiment cette notion de valeur qui va aller différencier l'innovation de tout ce qui peut être idéation ou invention. L'innovation, c'est un résultat. C'est un résultat, c'est-à-dire que tant que l'innovation ou l'entité en question n'a pas créé de la valeur, n'a pas prouvé sa création de valeur, si on est sur un produit, il n'a pas rencontré son marché, ou un produit ou un service, eh ben, on ne peut pas encore caractériser ça comme de l'innovation. On est dans de l'invention, on est dans du concept, on est dans du projet, mais on n'est encore pas dans de l'innovation. On est en vue de l'innovation, mais on n'est pas encore dans une innovation. Ensuite, c'est le résultat d'un processus opérationnel. Ben, ce processus opérationnel, c'est le management de l'innovation. Et donc là, ça va être plutôt une approche processus, gestion de projets innovants, pour transformer des idées en innovation. Et puis on a cette troisième définition qui est ici, et qui va être l'objet des slides suivants, qui est les systèmes de management de l'innovation. C'est un ensemble d'éléments et d'activités qui permettent de développer et améliorer les capacités d'innovation. C'est vraiment cette approche système, et donc on va rentrer dans le détail. C'est une définition pareille, qui est un petit peu abrupte, mais dans laquelle on regarde par la suite. C'est parti? Alors, on reprend. On a une intention au départ, une intention d'innovation. On a ce process qui est notre management de l'innovation et on a cette création de valeur qui va être plutôt en sortie. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de rentrer un petit peu dans le détail de cette partie processus, qui va être plutôt de la gestion de projet. Donc, cette partie processus, on va avoir une approche qui va être de l'identification d'opportunités. Alors, c'est des grandes familles de processus, hein. L'objet de la norme, c'est pas de définir un système de gestion de projet d'innovation en 5 étapes avec des gates, etc. C'est pas l'objet. L'objet, c'est de dire, si vous définissez ou quand vous allez définir
votre système de gestion de projet d'innovation, il faudra que vous ayez des processus qui puissent se rapporter à ces 5 grandes familles de processus. Donc l'identification d'opportunités, comment est-ce qu'on fait émerger des opportunités? Une fois qu'on a des opportunités, on va créer des concepts. Alors la différence entre une opportunité et un concept, c'est quoi? Quand on a un concept, on a déjà quelque chose d'un petit peu plus préhensible dans le principe. Mais c'est quelque chose où on va s'apercevoir assez vite qu'on a un certain nombre d'hypothèses à formuler. Est-ce que j'ai un marché? La question n'est pas la taille du marché. La question déjà première est est-ce que j'ai un marché? Est-ce que j'ai une valeur potentielle future? Est-ce que j'ai une capacité technique? Est-ce que j'ai une capacité organisationnelle? Est-ce que j'ai un certain nombre d'hypothèses qui, au stade de création de concept, sont tout à fait légitimes? C'est aussi là où on a à notre sens, un delta par rapport à de la gestion de projet plutôt classique. Dans de la gestion de projet plutôt classique, on va avoir plutôt une approche risque-opportunité. Alors, risque-opportunité dans le sens des définitions plutôt orientées ISO 9001, c'est-à-dire analyse de risque et analyse d'opportunité. Et donc, quand on a un risque ou une opportunité au sens analyse de risque, on a une probabilité que ce risque arrive, on a un impact de ce risque, et on peut le mettre dans une matrice et se dire comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce risque, comment est-ce qu'on peut réduire la probabilité qu'il arrive ou réduire son impact, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai quand on a quelque chose de qualifiable ou de quantifiable et de quantifiable. Par contre, quand on est dans le domaine de l'incertitude, ben, est-ce qu'il existe un marché pour l'idée que j'ai eue? Là, eh ben, on n'a pas de notion de probabilité, on n'a pas de notion de taille, on n'a rien. Donc, on ne peut pas placer cette idée sur une analyse ou sur une matrice. C'est là où intervient la partie validation de concept, où, ben, quand on a une hypothèse, ça peut être une démarche scientifique, quand on a une hypothèse, on va essayer d'aller tester notre hypothèse et d'aller qualifier notre hypothèse. On peut, à la sortie de ce test d'hypothèse, se dire, ben non, en fait, en l'occurrence, notre hypothèse n'est pas tout à fait validée, donc on va revenir à l'état de concept et on va refaire une autre hypothèse qu'on reviendra tester par la suite. Et donc faire de l'itération entre ces deux grandes parties. C'est une partie d'itération qui est réellement la plus importante dans les projets d'innovation. Et puis à partir du moment où on a itéré suffisamment, on va se dire qu'on va passer en développement de solutions, c'est-à-dire à partir du moment où on a un cahier des charges suffisamment précis, là on va pouvoir les développer une solution et la déployer. On a un certain nombre d'autres flèches. On peut avoir, une fois qu'on a validé le concept, on peut avoir un cahier des charges qui est tellement clair qu'en réalité, la solution est déjà prête. Donc on peut passer directement de la validation de concept au déploiement de solution. Et puis il y a deux flèches, moi, qui me paraissent extrêmement intéressantes. C'est celle qui part de la validation de concept à l'identification d'opportunités, et puis celle qui part du déploiement de solution jusque vers l'identification d'opportunités. À quoi elles servent ces deux flèches? Ces deux flèches, en fait, elles sont là pour dire que quand on va aller valider du concept et quand on va aller déployer de la solution, c'est là qu'on sera au plus proche de nos utilisateurs. Et donc, quand on est au plus proche de nos utilisateurs, c'est là où on va potentiellement avoir des idées nouvelles qui vont apparaître, qui seront peut-être pas en lien avec le concept qu'on était venu tester, mais on va avoir potentiellement des nouvelles opportunités. Et c'est là où il est extrêmement intéressant de mettre en place des systèmes au niveau de l'identification d'opportunités pour récupérer les opportunités qui vont apparaître pendant nos phases de validation de concept ou de déploiement. Est-ce qu'on est OK par rapport à ça? Alors, est-ce que ça ne se ressemble pas plutôt à du product management que du project management? C'est centré valeur, on reboucle sur l'identification d'opportunités régulières. Ça ressemble à un life cycle. Oui, ça peut tout à fait. Mais on n'est pas que sur du product, bien sûr. Si on prend un peu plus large, donc là on était vraiment sur une approche très centrée process, management de l'innovation, et qu'on va aller sur une partie plutôt système de management. On a cette partie-là, qu'on a déjà vue, et ce que je vous propose, c'est de rajouter quelque chose qu'on va appeler des supports. Qu'est-ce qui va pouvoir supporter l'innovation, que ce soit au niveau du process ou au niveau global dans l'entreprise? Qu'est-ce qui va être en termes de support ou de ressources? Ce que je vous propose, c'est dans le chat de me mettre des mots-clés à nouveau, mais plutôt dans le chat cette fois,
pour me dire, à votre avis, à votre sens, qu'est-ce qui peut être du support à l'innovation? Alors, système infra, OK. Financement budget, on est à peu près au même niveau. Compétences, data de qualité, outils et méthodes, infrastructure aussi. Mindset, culture. Alors, on reviendra sur le mindset et la culture. Environnement, on reviendra aussi dessus. Management. Alors, il y en a un que vous ne m'avez pas encore cité et qui est souvent collaboration aussi, consommateur final. Alors, il y en a un que vous ne m'avez pas cité. On va s'arrêter là. Intelligence stratégique, oui, tout à fait. Alors, il y en a un, on va s'arrêter là dans le chat. Il y en a un que vous ne m'avez pas cité, c'est du temps. Simplement du temps déjà. Parce que, surtout dans les premières phases, en réalité, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de financement ou beaucoup de budget, mais on a besoin de temps. On a besoin de personnes qui peuvent prendre des sujets, qui peuvent réfléchir dessus, et ça, c'est du temps homme qui est important. Donc, vous l'avez dit, en l'occurrence, la partie, tout ce qui est accès à des infrastructures, la partie budget, la partie intelligence stratégique. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre qui fait partie de ce sujet? Méthodologie, outils et méthodes, bien sûr, parce que ben, avoir un système de gestion de projet, d'innovation, ben, ça décide des méthodes qui font partie des supports. Il y a aussi potentiellement tout ce qui est propriété intellectuelle qui est dans les supports. Et donc, tant qu'on est là, si on a un projet, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, la question, c'est que notre objectif avec ce système, c'est de développer la capacité d'une organisation à produire de l'innovation, mais produire de l'innovation de façon régulière. Et donc, pour ça, eh ben, si on a 350 idées en entrée, par exemple, et que dans notre identification d'opportunités, on a défini 350 idées, lesquelles est-ce qu'on va choisir? Dans nos supports, on sait qu'on a une capacité à développer peut-être 3 projets, ou 4 projets. Euh, Quelles sont les idées qu'on va choisir en termes, pour les passer en projet? Et ça, c'est ce qui va être dans la partie planification. Dans la partie planification, on a une planification qui va être une planification calendaire, comme son nom l'indique, mais aussi toute une partie qui va être des portefeuilles d'innovation. Et donc de comment est-ce qu'on structure nos portefeuilles d'innovation. Et c'est là où on va potentiellement se fixer des objectifs. Les objectifs autour des portefeuilles d'innovation et autour de la constitution des portefeuilles d'innovation, ils peuvent être multiples. On peut dire que on veut des innovations, on veut peut-être allez, 20% de nos projets en innovation disruptive et 50% en innovation incrémentale, et puis 30% un peu entre les deux. Ou alors on peut se dire que on veut des projets à fort retour sur investissement, que ce soit du retour sur investissement financier ou d'autres typologies de création de valeur, et ainsi de suite. Et donc là, c'est vraiment ces deux aspects, c'est se dire comment est-ce qu'on va travailler sur sur notre portefeuille et sortir les projets qui nous intéressent. Alors, je vois des questions, je vois vision et alignement du degré d'alignement de ces idées avec cette vision. Et bien là, c'est ce qu'on a juste au-dessus. C'est que pour définir des objectifs, il faut qu'on sache où on veut aller. Et donc ça, c'est quelque chose qui est de la responsabilité, du leadership. Dans la responsabilité du leadership, il y a la définition de la vision, en effet, décliner cette vision en politique et en stratégie. Vision politique et stratégie qui vont permettre ensuite de définir des objectifs opérationnels que ce soit dans les projets ou dans les portefeuilles. Comment est-ce que le leadership travaille sur sa vision, sur sa politique et sur sa stratégie? Eh bien, c'est là où on a une approche contexte.
contexte interne, externe, approche partenariale. Et donc, dans la partie contexte, on va vraiment s'intéresser à quels sont les partenariats qu'on doit nouer, quels sont peut-être les groupes de travail dans lesquels on doit rentrer pour réfléchir en termes de contexte externe. Il y a eu une question tout à l'heure sur la culture. J'ai une question pour vous. Est-ce que la culture d'innovation est un élément de contexte interne ou est-ce que la culture d'innovation est une responsabilité du leadership pour faire évoluer cette culture d'innovation? Tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Plutôt leadership ou plutôt contexte? Merci Claude, merci Ramzi, merci Isabelle. Claude, Alors, tu triches. non, je disais, il y a deux normes sur les systèmes de management de l'innovation. Il y a la 56002 qui est une norme de recommandation. Et dans la 56002 qui est sortie en 2019, la culture d'innovation a été définie comme un élément de contexte interne. Dans la 56001, qui est une norme avec une approche certification, là, ça a été défini comme une responsabilité du leadership, donc de prendre en compte et de faire évoluer cette partie culture d'innovation. La réponse, en réalité, elle est, vous l'avez dit, elle est balancée parce que c'est, bien sûr, ça se rapporte aux deux. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire que ces approches de normalisation sont des documents qui vivent et qui évoluent. Et donc, le fait que dans la 56001, ce soit repassé, soit passé dans la partie leadership l'an dernier, laisse aussi penser que à la prochaine révision de la 56002, il y a des chances que ça passe du contexte interne au leadership, mais et donc au niveau de la France, on avait milité sur cette approche aussi, c'est de dire, ben, dans la partie contexte, on y fait référence quand même en disant que oui, c'est une responsabilité du leadership de faire évoluer ce contexte interne. Dernier élément, évaluation des performances et amélioration. Eh ben, est-ce que tout ce qu'on a mis en place fonctionne? Est-ce qu'on est au bon niveau de création de valeur? Est-ce que à l'intérieur d'un projet, on avait une valeur potentielle qu'on avait estimée? Est-ce qu'on arrive à créer cette valeur ou pas à la fin? Est-ce qu'on est en dessous? Est-ce qu'on est au-dessus? Et bah, si on est en dessous ou si on est au-dessus, comment est-ce qu'on améliore notre système pour passer à un niveau correct ou alors tirer profit de ce qui marche mieux dans d'autres projets ou dans d'autres typologies de projets? OK pour ça? Alors, quand on regarde ce schéma, c'est le schéma de la représentation globale des systèmes de management de l'innovation dans l'ISO 56001. Et donc, si on regarde entre parenthèses, les petits chiffres qu'on a, en fait, c'est les numéros de chapitres qui sont au niveau de la normalisation, le chapitre 4 contexte, 5 leadership et ainsi de suite. Et pour ceux qui seraient sensibles ou qui auraient déjà lu d'autres normes de systèmes de management, comme par exemple la 9001, comme la 14001 ou d'autres, et ben en réalité, toutes les normes de système de management sont basées sur une même structure harmonisée afin de permettre leur interconnexion et leur interopérabilité en système de management intégré. J'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, il y a dans la 9001 un chapitre contexte, un chapitre leadership, un chapitre planification, un chapitre réalisation qui va être forcément totalement différent, mais avec la possibilité du coup de pouvoir interconnecter ces différentes approches de système de management. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, on va aller sur la deuxième. Hop là. Alors, pour vous, qui est responsable de l'innovation dans l'entreprise, au vu de tout ce qu'on a vu? J'aurais dû vous poser cette question avant. Ça aurait été rigolo.
Alors, je vous montre vos résultats. Le dirigeant pour 2, la vérité est ailleurs pour 6. Alors, quelle est notre réponse, nous? Favoriser la diffusion des connaissances. L'approche project management, c'est quelque chose qui s'est structuré, organisé plus ou moins au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait reconstruire les économies, reconstruire les pays. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de métiers comme le chef de projet, le PMO ou d'autres métiers autour de la gestion de projet, ce sont des métiers qui sont clairs. On pourra tous avoir des petites variations en termes de fiche de poste d'un chef de projet, mais globalement, on aura à peu près la même définition. La fiche de poste sera à peu près claire d'où qu'on vienne. Dans les années 80, il y a eu toute cette approche de professionnalisation du management de la qualité. Et aujourd'hui, un responsable qualité dans une entreprise, un directeur qualité, on sait ce qu'il fait. On sait ce qu'il y a dans son scope, et ainsi de suite. Le management de l'innovation, c'est quelque chose qui est en cours. Le directeur de l'innovation dans l'entreprise, est-ce que c'est le directeur marketing? Est-ce que c'est le direct... Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Est-ce qu'il doit faire de l'innovation? C'est une bonne question. Et là, on est encore au milieu du gué. Et c'est un des objectifs de ces normes aussi, de pouvoir avancer sur cette partie-là. Alors, c'est des partis pris, hein. Le responsable d'innovation d'une entreprise, notre approche est de se dire que son rôle n'est pas d'innover. C'est de mettre en place les actions dans l'entreprise qui vont permettre à tous les services d'innover ou à tous les services de participer au système de management de l'innovation. Une entreprise ne peut pas décréter de l'innovation, elle va mettre en place les conditions qui vont permettre à l'innovation de grandir. Et du coup, si on s'intéresse aux structures d'accompagnement, que ce soit des structures d'accompagnement locales, de chambres de commerce, nationales ou internationales. Dans la plupart des cas aujourd'hui, on accompagne à la réussite de projets. Et notre approche est de se dire qu'il y aurait une possibilité d'aller un peu plus loin et d'améliorer et d'accompagner à la capacité de réussite de multiples projets au niveau des entreprises. Est-ce que vous êtes OK avec ça? On continue? Oui. C'est parti. Je vous montre quelques exemples d'activités d'innovation. Alors, c'est des exemples, c'est des cartes activités qui sont tirées d'un serious game autour des systèmes de management de l'innovation. Serious game qui avait été basé sur l'ISO 56002. Euh, et pour vous donner un petit peu des exemples, parce que un exemple pratico-pratique d'une activité d'innovation, c'est pas forcément toujours clair. Ce que je vous propose, c'est de prendre 1 ou 2 minutes pour regarder ces différentes activités, qui sont des exemples. Et ce que je vous propose dans le chat, c'est de me donner d'autres exemples d'activités, qu'elles soient au niveau de plutôt approche gestion de projet, qu'elles soient au niveau des supports, comme on a parlé tout à l'heure, qu'elles soient au niveau plutôt de la partie leadership, contexte interne-externe ou planification. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez d'autres exemples d'activités? Me permet une question. Qu'est-ce que Oui, c'est que les petites ampoules, le diamant? c'est une bonne question. On en parle après? Ouais, Du coup. désolée. Non, non, pas de souci. C'était une bonne question. Alors, Martial nous dit de la veille.
Merci Ramzi. Il n'y a personne sur l'anti-brainstorm, quoi. Et pourtant, Mais quelle déception! On n'est jamais mieux servi que par soi-même. alors, en activité, design thinking, tout à fait, ça va être plutôt de la partie méthodo en support. Les six chapeaux, pareil, l'anti-brainstorm, pareil. L'analyse de besoins, on va vraiment être sur aussi de la partie à la fois potentiellement de la partie méthodo au service des projets, mais qui va être aussi potentiellement une approche sur toute la partie analyse du contexte interne et externe, parce que finalement on peut aussi faire de l'innovation pour de l'interne, et donc du coup de l'analyse des besoins pour de l'interne. La sérendipité, la sérendipité, c'est pas vraiment une action qu'on peut mettre en place. Par contre, on peut mettre en place des webinaires à IIBS sur l'innovation pour faire de la sérendipité et s'ouvrir l'esprit. Non, plus sérieusement, en effet, participer à des conventions, participer à des syndicats, à des regroupements de professionnels et ainsi de suite, oui, va permettre de travailler sur sa sérendipité. C'est-à-dire que on va pas faire de la sérendipité, mais de la même façon que de l'innovation, on va pas faire de l'innovation, on va créer un environnement qui va nous permettre de faire de l'innovation et on va créer un environnement qui va nous permettre de faire de la sérendipité au service de notre innovation. OK pour ça. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, et ça va être un début de conclusion avant une partie question-réponse. Quel est le domaine d'application de ces normes? C'est globalement tous les organismes, quelle que soit leur taille, leur type. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être une PME, ça peut être un grand groupe international, ça peut être une administration, ça peut être une école, ça peut être des organisations non gouvernementales, et ainsi de suite. Ça peut potentiellement aussi servir pour des écosystèmes ou pour de la modélisation d'écosystèmes. Donc des organismes qui ne sont pas préhensibles de façon complète. C'est-à-dire que demain, si vous réfléchissez sur vos systèmes de management de l'innovation ou sur celui d'un de vos clients, ça peut être aussi de se dire, si j'analyse son écosystème, qu'est-ce qui va lui permettre d'aller plus loin dans telle ou telle partie de son système de management grâce à son écosystème et sur qui il va pouvoir se baser pour faire évoluer ci ou ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'objectif final reste de toute façon de créer de la valeur. Et donc, améliorer ses capacités d'innovation et ses performances en matière d'innovation. Je reviens, alors, je vais revenir, si je vais faire, pardon, du coup, un tout petit peu un tout petit peu en arrière, pour répondre à ta question, Eva, parce que ça, c'est intéressant aussi. C'est quoi cette petite ampoule? C'est quoi ces petites flèches, le diamant et le parapluie? Ce serait, c'est une proposition, c'est pas dans la norme directement ça, mais ce serait une proposition de se dire, si on devait avoir des indicateurs de performance d'un système de management de l'innovation, ce seraient les quatre indicateurs clés, les quatre indicateurs de base, entre guillemets. Ce serait la capacité à générer des idées, ce serait la capacité à faire avancer des projets, ce serait la capacité à faire prendre de la valeur à ces projets, et puis la capacité de résilience, que ce soit une capacité de résilience pour les projets ou pour le système de management dans son ensemble. Euh, pour prendre un exemple que j'ai vécu il y a une douzaine d'années, un service innovation concept orienté service autour d'un produit dans un grand fabricant de poids lourds.
Renault Trucks pour pas le citer. Downturn, difficulté temporaire au niveau du marché. Eh ben, décision prise, on va supprimer tous les projets d'innovation, donc tous les projets qui étaient à horizon entre 2 et 5 ans. Eh ben, c'est dommage parce que c'est presque ceux-là qui vont permettre de sortir du downturn ou de mieux rebondir une fois que le downturn sera passé. Et donc, en fait, quand on regarde ces exemples de cartes, on peut s'apercevoir qu'il y a des façons de faire évoluer son système de management de l'innovation et que selon ce qu'on choisit, ça va être plutôt une approche résilience, plutôt une approche génération d'idées et ainsi de suite. Donc, si on intègre le client dans le développement, eh ben, on va maximiser la création de valeur dans les projets parce que là, on aura le projet, on aura le client et donc ses besoins et la création de valeur possible pour le client directement dans le développement. On aura une meilleure résilience parce que bah, de la même façon, on ne fera pas tout et n'importe quoi, mais on pourra aller directement au point essentiel. Si on fait une formation créativité, et ben là c'est clair, c'est vraiment sur l'approche génération d'idées qu'on va avoir une forte plus-value. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est plus clair, Eva? Bon. Top, merci beaucoup. Désolée, j'étais en mute. Avec plaisir, pas de souci. C'est ce que je me suis dit. On continue. Alors, on peut pas avoir une entreprise quand elle se dit on va lancer de l'innovation. On peut pas avoir une entreprise qui va partir de zéro et arriver à une maturité directement. Globalement, on a quatre phases. Ces quatre phases qui ne sont pas marquées par des milestones, hein, bien sûr, mais c'est ces quatre phases dans lesquelles une entreprise va passer progressivement ou une organisation. Il va y avoir d'abord une partie un peu découverte, comprendre l'innovation, progressivement mettre en place un peu d'exploration, avoir des références à l'innovation qui vont venir progressivement, mettre en place, et quand on va débuter, avoir une culture d'innovation plutôt balbutiante, des débuts de réussite, un projet qui va sortir, des initiatives, des projets qui vont pas forcément avoir une création de valeur énorme, mais qui vont être des premières réussites et qui seront encourageantes. Ensuite, on va basculer, on va aller plutôt sur une approche de pratique de management qui va être apprenante. Et donc là, on va avoir une culture d'innovation un peu plus ancrée, des collaborateurs qui seront encouragés, potentiellement un droit à l'erreur sur les projets d'innovation, et une ouverture plus importante. Avec vraiment cette approche de se dire, ben, on va embarquer les collaborateurs, et là, ça va commencer à marcher. Et puis quand on va arriver sur une approche plutôt mature, là, le langage sera partagé. Quand on parlera d'un concept, tout le monde saura ce qu'il y a derrière ce mot concept. Quand on parlera d'une idée, tout le monde saura ce qu'il y a derrière ce mot idée. Quand on parlera d'une initiative, et ainsi de suite. Et tous ces mots sont des mots qui sont définis dans la norme. Moi, je ne rentrerai pas forcément dans le détail de chacune. Sinon, c'est l'objet d'une formation, si vous voulez. Il y aura des initiatives nombreuses, des initiatives qui seront portées, des initiatives qui seront stoppées, mais stoppées le plus vite possible quand elles ne seront pas forcément les bonnes ou pas forcément alignées. Il y aura une évolution et une évolutivité du système de management aussi pour qu'il soit meilleur au fur et à mesure du temps qui passe. Ensuite, alors je m'interroge sur la définition de valeur. On suppose qu'une idée pourrait apporter dans un contexte d'innovation. Euh, alors, en fait, la valeur, c'est vraiment quelque chose qui est au sens large, parce que ça va aussi dépendre de l'entité qu'on va vouloir sortir dans notre innovation. Si on sort un nouveau service, si on sort un nouveau produit, on va avoir une valeur qui va être différente si on sort une nouvelle méthode ou une nouvelle approche RH et ainsi de suite. Euh, la valeur qui va être apportée, elle ne sera pas forcément tangible dans le sens financier ou gain de temps ou gain en qualité, mais ça va être peut-être aussi une valeur en termes de gain en image et ainsi de suite. La valeur là dont on parle, c'est vraiment cette approche de valeur pour celui qui va utiliser personne ou processus ou entité qui va utiliser l'innovation.
On pourrait aussi avoir une autre approche de la valeur qui est quelle est la valeur que ça va générer pour celui qui met l'innovation ou celui qui déploie l'innovation. C'est une notion de valeur qui peut être différente et à mon sens, ça pourrait être quelque chose à développer dans les prochaines évolutions des normes. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question, Louis? Avec plaisir. Alors, je vous ai dit, il y a deux normes. Il y a une norme 56002 qui est plutôt un guide de bonne pratique, avec des recommandations, avec plein de choses dedans qui est très intéressant. Et puis, on a cette deuxième norme qui va être la 56001, qui va être une norme de certification. Et donc, quel est le minimum d'activités qu'on doit mettre en place pour être certifié au niveau de son système de management de l'innovation. On le sait au niveau de la 9001, par exemple. Un des points qui est souvent mis en avant, c'est le côté pression pour être certifié. De se dire, bah tiens, on a notre client qui nous demande d'être 9001. On a notre financeur qui nous demande d'être 9001 pour pouvoir nous financer, et ainsi de suite. Ce sont, à notre sens, et au niveau des commissions de normalisation de l'innovation, des fausses bonnes idées pour lancer un système de management de l'innovation. L'idée est plutôt de se dire, qu'est-ce que ça apporte au niveau de la structuration de l'organisation? Qu'est-ce que ça apporte potentiellement aussi au niveau de la visibilité de l'innovation et de ses différents métiers, au niveau de l'entreprise? Quelle est la confiance que ça dégage au niveau de ses partenaires? Et puis, comment est-ce que ça permet de faciliter des benchmarks entre différentes organisations? Si on est structuré avec des approches, pas forcément structurées pareil, hein, mais structuré avec une approche normative, et donc qu'on peut raccrocher un certain nombre d'actions qu'on a mis en place dans nos organisations à un document qui est partagé et commun, eh ben, on a une facilité de communication et une facilité de se comparer plus intéressante. Vers un système de management intégré, alors là on sort un petit peu du cadre, mais ça peut être aussi assez intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure. En règle générale, on n'a pas un seul système de management dans une organisation. On va peut-être avoir déjà en place une approche qualité, une approche santé-sécurité, une approche environnement. Et donc, on a ce système de management intégré qui va peut-être intégrer une, deux, trois normes. Et l'idée, c'est que bah, la norme sur les systèmes de management de l'innovation vient pas chambouler tout ça, mais vient s'intégrer dans ce système de management intégré qui est en place. Pour finir, l'idée, c'est voilà, c'est cette idée, création de valeur accrue grâce à de la nouveauté, grâce à de l'évolution. C'est des meilleures performances en matière d'innovation, un renforcement durable des capacités d'innovation. Quand on dit renforcement durable aussi, c'est à partir du moment où on a défini sa stratégie, on a défini sa politique d'innovation, c'est aussi un renforcement dans les zones qui nous intéressent et dans les zones où on souhaite faire évoluer son entreprise ou son organisation. C'est une amélioration de la réputation, une meilleure capacité à collaborer, une potentielle meilleure capacité à attirer financement. Alors soyons honnêtes, pour le moment, c'est une norme qui est à ses débuts, les ISO 56001. Et même si l'ISO 56002 a déjà fait ses preuves, la partie certification commence tout juste. Et la norme est sortie en octobre dernier. Donc il y a encore actuellement très peu d'entreprises certifiées. Donc pas forcément à l'heure actuelle, c'est pas forcément un point important, mais qui pourrait l'être dans le futur. Et puis une résilience accrue et une meilleure capacité à évoluer, définitivement oui, avec cette approche de bah, on va faire de l'innovation là où ça nous paraît important et on va mettre en place un système qui va apprendre et va évoluer aussi vers des nouvelles choses et un système un peu auto-apprenant aussi. Merci de votre attention. Quelles sont vos questions? J'ai une question. Oui, Martial? Bonjour Antoine. Go. Je me pose la question par rapport au PME. Oui. C'est une question que je me pose ici au Canada. Fait que par rapport à cette notion de SMI, Système de Management de l'Innovation, est-ce que les PME sont des structures qui sont capables et qui a vraiment une valeur ajoutée à structurer ce système de management de l'innovation? Parce que présentement, mettons, les gestionnaires d'entreprise, mettons pour les PME, le système d'innovation, il est dans leur tête, quoi.
ils font des liens, etc. Fait que je sais que les grandes entreprises, elles ont vraiment un intérêt parce que c'est des grosses équipes, puis il faut vraiment structurer tout ça parce qu'il y a plein de services différents. Pour les PME, moi, je suis convaincu que ça a un intérêt, mais je ne sais pas si vraiment enfin, c'est un gros travail d'éducation. Je ne sais pas vraiment, je doute, enfin, je ne suis pas encore sûr de la valeur ajoutée de la structuration du SMI pour les gestionnaires de PME. Fait que j'aimerais bien t'entendre, Antoine, à ce sujet, si tu as de l'expérience avec des PME, comment c'est accueilli. Voilà. Alors, j'ai deux approches par rapport à ça. J'ai une approche par rapport à des PME que j'ai pu des structures PME ou ETI qui sont tentées, intéressées. Ouais. Et puis j'ai une autre approche où, au sein de la CNInov, on est en train de travailler actuellement sur ce qu'on appelle un fascicule documentaire. Bon, peu importe pour le terme technique, sur un document qui est un guide de mise en application des systèmes de management de l'innovation à destination des PME. OK. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé justement à essayer de désacraliser le côté toute puissance du truc. Et, euh, Ouais. et, euh, et, euh, et l'idée, c'est de se dire que est-ce qu'une PME a intérêt à aller à la certification? Non, en effet, peut-être pas. Non. Est-ce qu'une PME a un intérêt à réfléchir à quelle va être sa stratégie d'innovation, sa politique d'innovation, à se fixer quelques objectifs précis basés sur son analyse du contexte? Eh bien oui, très clairement, Oui, oui. oui. Parce que est-ce qu'une entreprise, après, c'est aussi enfoncer les portes ouvertes, se dire est-ce qu'une entreprise, est-ce qu'une PME a intérêt à innover? Ben, a priori oui. A priori oui. Enfin, tout dépend de son contexte. Je repense à une entreprise que j'ai visitée et dans laquelle j'ai animé un atelier il y a quelque temps. Production de pompes à fuel pour les chaudières à fuel. C'est pas un métier d'avenir, a priori, ça. Donc, Mm. soit l'entreprise se dit, ben, on n'innove pas et, a priori, d'ici Arrête. quelques années, on n'existe plus. Soit on se dit, bah, comment est-ce qu'on innove? Et à ce moment-là, bah, il faut qu'on se pose la question de savoir si on innove de partout, en réalité, on va innover nulle part et on va s'épuiser. Mm. Et ben voilà, comment est-ce qu'on va structurer notre approche? Et c'est pas forcément 10 ans de travail à mettre en place pour structurer. Ça va être quelque chose qui va être, et c'est ce que j'ai mis dans le slide de la partie débutante à la partie mature, c'est de se dire bah, déjà où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a, et comment on peut faire évoluer les choses, et sur quoi on a besoin de faire évoluer les choses rapidement. Cette entreprise, elle va peut-être dire, non, moi, mon job principal, ça va être une ou deux innovations à sortir rapidement pour sortir un peu de l'ornière. Donc, je vais faire un petit peu de planification, un petit peu d'analyse du contexte et je vais sortir d'abord deux ou trois projets. Et puis, une fois que j'aurai bien avancé sur ces deux ou trois projets, je réfléchirai au coup d'après. Ouais, exactement. Pour en tout cas les entreprises qui sont vraiment débutantes, c'est ce que personnellement je recommande, c'est structurer minimalement le cœur du réacteur, là, le processus d'innovation, puis en faire au moins un, puis voir que c'est pas si difficile, puis au moins générer bah, du cash, hein, on dit, disons les choses, pour ensuite réinvestir par la suite et En une en véritable. réalité, l'autre option, c'est de se dire on va miser sur la chance et on va faire de l'innovation par accident. Ça peut, on peut. Mais enfin, l'innovation par accident, elle aboutit pas toujours à une innovation qui crée de la valeur. C'est Mm. toujours le problème. Est-ce qu'il y a Merci en d'autres tout cas. questions? Est-ce que ça vous a intéressé? Oui. Alors oui, ça nous intéressait. Moi, j'ai une question. Quels sont les plus gros, en bon français, les plus gros pitfalls, les plus gros écueils dans l'implémentation de ces méthodos, de cette norme? Un, j'aurais tendance à dire un des plus gros écueils, mais c'est pas forcément que dans l'implémentation de la norme, mais c'est même plus largement au niveau de l'innovation. Ce serait de travailler en mode tour d'ivoire et silo.
Et de se dire que, alors au niveau, c'est plus souvent au niveau du leadership, ça se passe hein, en général, mais de se dire on a la connaissance, on a la capacité et on va pas s'intéresser. En gros, c'est manquer d'analyse du contexte et manquer d'analyse objective du contexte. Ce serait d'être trop subjectif. C'est aussi l'écueil qui est souvent, malheureusement trop souvent en place quand on a un challenge de créativité et on se dit, bah, OK, quelles sont les trois meilleures idées? Ben, souvent, les trois meilleures idées sont soit celles que le dirigeant a eues, soit celles que le dirigeant promeut. Ben, est-ce qu'ils rentrent dans les objectifs de l'entreprise? Est-ce qu'ils rentrent dans la stratégie de l'entreprise? Est-ce que est-ce que c'est des idées avec une forte dimension d'incertitude ou pas? Bref, comment est-ce qu'on... Et c'est là tout l'intérêt de mettre en place un système de management avec des KPIs en bon français, comme tu dis, des indicateurs précis, c'est que du coup, on peut aussi dépassionner l'innovation, même s'il faut dépassionner dans l'innovation. Au moment des prises de décision, il faut régulièrement dépassionner parce que il faut pouvoir prendre les décisions de façon rationnelle. Et c'est aussi ce que peut apporter cette norme. Merci. Euh, Moi, j'ai une question pratique. Claude. Admettons que j'ai une entreprise. Est-ce que je peux prendre cette norme et, et l'utiliser comme un guide pour rendre mon entreprise innovante? Euh, et si oui, comment le faire? Parce que pour moi, ça reste quand même encore théorique tant que j'ai pas vu le contenu détaillé de cette norme. Est-ce que c'est une promesse que vous avez? C'est quelque chose que tu as expérimenté? Est-ce que c'était voilà, Alors, est-ce que c'est une technique supplémentaire qu'on peut utiliser concrètement dans une entreprise pour la rendre innovante? j'aurais tendance à dire, pour être passé par là, parce que finalement, je suis dans le comité de normalisation que depuis 4 ans, moi. Euh, Au début, quand on prend la norme et qu'on la lit, ça reste quelque chose d'un peu abrupt à lire. Il y a une façon d'écrire les normes qui est en règle générale un peu dure. C'est aussi ça, c'est peut-être un des effets pervers de l'approche par consensus, c'est que bah, parfois on a des mots qui sont pas hyper clairs. Et donc, c'est assez intéressant dans ces cas-là, soit de faire appel à des personnes qui les connaissent bien, qui ont potentiellement travaillé à leur écriture ou à leur promotion dans les différents comités de normalisation. Ça peut être aussi se former. Alors, je sais que l'AFNOR propose des formations. Ça peut être aussi bon, bah, alors un petit peu de publicité, désolé, mais ça peut être aussi de l'animation du Serious Game qui permet vraiment d'aller plus dans le fond de ces concepts et d'aller dans des réflexions opérationnelles sur quel type d'activité on peut mettre en place pour faire évoluer et potentiellement qu'est-ce que ça fait évoluer. Est-ce que ça fait évoluer plutôt notre capacité de réalisation, notre capacité de création de valeur dans les projets, notre capacité de génération d'idées et ainsi de suite. Merci. Merci. Isabelle? Oui, moi j'ai une question. Quelle est la communication qui se fait autour de ces deux nouvelles normes? Parce que moi, ça m'a beaucoup interpellée quand vous avez dit que la création de concepts, c'est de l'innovation et on n'est pas forcément, on peut être dans l'incrémental de solutions existantes. Donc du coup, je pense en avoir fait pas mal sans le savoir en fait. Et c'est là où je me demande quelle est la méthode de communication, parce qu'on parlait des PME, je pense que beaucoup de monde fait de l'innovation sans même alors le savoir. Bien sûr, bien sûr. L'idée de l'approche de ce système de management n'est pas d'apporter quelque chose de 100% révolutionnaire et de totalement nouveau.
L'idée, c'est plutôt de structurer des choses qui peuvent être déjà existantes et qui peuvent prendre différentes formes. Dans une entreprise, ça va être plutôt sur la partie création de concept et validation de concept, ça va être plutôt du value proposition design. Dans Mm. une autre entreprise, ça va plutôt être de l'effectuation. Dans une troisième, ça va être je sais pas moi, du business design via Neo, et ainsi de suite. Il y a pas de méthodo obligatoire. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on, on a cette vue globale et à partir du moment où on veut mettre un système de management de l'innovation qui soit, qui permette cette création d'innovation et cette capacité d'innovation pérenne dans le temps, c'est qu'on doit s'intéresser à tous les chapitres de la norme, entre guillemets. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, il y a beaucoup à faire, je pense. Mhm. Il y a beaucoup à faire, mais là aussi, alors pour l'avoir vu, ça très précisément, on a Alten qui fait partie de notre commission de normalisation au niveau français. Et eux ont un service innovation qui fait appel aux différentes entités pour des forces vives, pour de la récupération d'idées, pour un certain nombre de choses. Et donc, quand on a commencé à travailler sur l'approche certification basée sur la 56001, ils nous ont servi de cobaye, entre guillemets, comme premier test. Et en l'occurrence, eux se pensaient très très loin d'avoir un système de management de l'innovation abouti. Et en Mm. l'occurrence, en travaillant et en décortiquant et en discutant avec eux, non, non, ils avaient déjà un certain nombre de choses qui étaient en place. Ils ont des améliorations, ils ont des choses qui ne sont pas forcément imbriquées les unes avec les autres, donc des choses à mettre en place comme ça. Mais dans des entreprises qui font déjà de l'innovation, on part pas de zéro et loin de là en règle générale. Et ça va faire partie des audits plus tard? Comme toute norme, c'est volontaire. Donc, si on veut avoir une certification ISO 56001, oui, ça fera partie des audits. Si on veut s'intéresser au système de management de l'innovation via la 56001 ou la 56002, peu importe, pour structurer son entreprise, mais qu'on n'a pas d'envie d'être certifié, il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas de nécessité d'audit Ok. où il y a la possibilité de dire, ben, on fera un audit interne qui va être plutôt, dans ces cas-là, un diag de notre système de management de l'innovation pour se dire, bah, tiens, où on en est, est-ce qu'il fonctionne bien, et ainsi de suite. Mais sans pour autant, sans pour autant être obligé d'aller demander à un organisme de certification de faire un audit à blanc, de faire un audit de certification, et ainsi de suite. Ok. Merci. Avec plaisir. Alors, je vous vois pas tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y en a? Vous êtes quasiment tous en mute si quelqu'un essaie de poser une question. Moi, j'ai une question, une dernière question. Euh, Tu parlais, Antoine, de chose la plus importante, c'est avoir du temps. Enfin, non, pas, je reformule, c'était important de disposer de temps pour innover. Euh, une entreprise qui n'a pas, comment dire, mis en place cette banque de temps pour innover, euh, ce serait quoi un petit peu le pourcentage, mettons pour une PME, du CA qui pourrait être réinvesti pour la mise en place, la réalisation d'activités d'innovation? Parce que je vois différents chiffres, mais j'ai du mal à... Il y a peu d'exemples en fait. En Fait que fait, je sais que Google utilise comme un 10% peut-être du temps qui est consacré à à la réalisation d'activités d'innovation, mais je ne sais pas en France comment ça se passe, ou toi, Antoine, qu'est-ce que tu conseilles, tu recommandes? moi, comment dire, j'aurais énormément de mal à recommander un Ouais, hein. chiffre. C'est très compliqué parce que ça va vraiment dépendre de la stratégie de l'entreprise, enfin déjà de sa politique, de sa stratégie. Si son intention originale, c'est de dire on veut, je ne sais pas moi, on veut dans les 3 prochaines années
faire évoluer notre business model, mais pas forcément faire évoluer nos produits, nos services, et ainsi de suite, ça veut dire que dans ces cas-là, il va y avoir une approche techno qui va être beaucoup moins importante que si on veut faire évoluer du produit. Et donc, c'est pas forcément un budget énorme à dédier. Euh, Après, ça va être vraiment cette partie temps ou cette partie budget va vraiment dépendre de la typologie d'entreprise et de la profondeur de l'intention d'innovation. Voilà, c'est très compliqué d'y répondre. Après, on peut avoir des exemples. Moi, j'ai un exemple là aussi assez précis. Une entreprise de conseil, en l'occurrence, qui est sur Lyon et sur Paris. Eux, je les avais rencontrés il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, et je sais qu'ils le font encore. Eux, leurs consultants sont majoritairement chez les clients, bien sûr parce que c'est le fonds de commerce de la boîte. Euh, mais le vendredi après-midi, les consultants ne sont pas chez le client. Tous les vendredis après-midi, les consultants doivent revenir à l'agence ou, ou travailler sur des projets. Alors, qu'on pourrait qualifier de projets d'innovation ou de projets de veille ou de projets de recherche ou ainsi de suite. Mais voilà, c'est un exemple d'entreprise qui, pour moi, a un point précis sur dédier du temps à l'innovation ça peut être à organiser sur 6 ou 8 semaines, organiser un atelier avec des clients ou préparer un webinaire ou quelque chose, ou préparer une nouvelle offre et ainsi de suite. Mm. Oui, bah merci. S'intéresser à une nouvelle techno, voilà, Mm. Merci pour ce partage. Merci. avec plaisir. On arrive au bout du temps. On était là jusqu'à 20 heures. S'il n'y a pas d'autres questions, Antoine, je voulais te remercier parce que c'était passionnant et comme quoi, pas tant un oxymore que ça. C'était plus des préjugés que j'avais. Mais Euh, je suis comme toi, moi. Quand j'ai entendu parler de normalisation de l'innovation, je me suis dit, tiens, je vais aller voir comment tuer cette idée-là. Bon, ben maintenant, j'en fais la promotion et je participe aux travaux. Bénévolement. c'est c'est ma prochaine étape, c'est le chemin sur lequel tu nous emmènes. Avec plaisir. C'était très, très chouette en tout cas. Je vous Merci. remercie à tous pour votre participation également, hein. Merci à Claude pour son intervention et son assistance technique, hein, qui est toujours très précieuse. Merci à toi. Pour le club innovation, pour le pôle innovation. Oh, bonjour. Ah, bon, on fait de euh, on prend même les plus jeunes qui participent. Pour le club Je fais des bulles. innovation, en juillet, août, il y aura a priori pas de webinaire et on reprendra en septembre. On vous réserve de nouvelles surprises. Merci à tous. Excellente Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Merci. Bye bye. Bye. Au revoir.